Aujourd'hui, on n'a plus les clics et on râle contre Google qui nous donne plus les clics. Mais c'est aussi parce qu'on a pourri le web. La logique pour Google, ça n'a jamais été d'envoyer du trafic sur les sites, c'est de répondre à l'intention de l'utilisateur, c'est satisfaire l'utilisateur. Tout ce qui se passe actuellement sur le géo, le zéro clic, les citations, etc. et le besoin de construire ta marque, d'être présent partout, on a exactement les mêmes problématiques et les mêmes mécanismes dans Discover. La majorité des sites sur Discover ne font pas d'achat de trafic, n'ont pas besoin d'achat de trafic parce que ça fonctionne tout seul. Salut Sylvain, un grand merci à toi de venir sur la maison du web. Je suis passionné par ce que tu fais parce que toi, tu as l'aspect scientifique, l'aspect big data qui permet de justifier des choses qui se passent sur le web de ce que moi je pressens mais où je sais pas. Voilà. Et également un sujet qui m'intéresse énormément, c'est Discover avec le passé, ses évolutions. Et comme c'est une thématique que je ne connais pas du tout, mais je sais qu'on peut faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par jour avec Discover. Et du coup, tu es venu pour donner un atelier. Donc, il y aura des gros médias, donc notamment Tribuca, où tu vas expliquer un petit peu, Discover, les tenants aboutissants. Mais en tout cas, je suis ravi de te recevoir et que tu nous expliques un petit peu cet aspect scientifique et data que tu as, puisqu'aujourd'hui, je crois que t'es celui qui a le plus de data sur Discover, je pense même dans le monde entier, et qui permet d'analyser en temps réel les statistiques des sites. Et pas uniquement ça, je parle beaucoup de Discover, mais par le passé. Moi, je t'ai connu à l'époque de Script SEO, on va peut-être en parler tout à l'heure, avec Jérémy Ayar, qui était sur le forum. Et moi, la première fois que j'ai utilisé un de tes outils, c'était Xpin, un outil qui pour moi est fabuleux, où je trouve que tu n'as pas fait assez de pub, parce qu'il était fabuleux pour l'époque, qui permettait de créer du contenu spiné. On va peut-être en parler tout à l'heure un peu plus en détail, mais en gros, la possibilité de générer des textes avec des permutations, sauf que c'est un petit peu chronophage quand on veut sortir des extraits avec le moins de contenu dupliqué, et ton outil était super agréable parce qu'il y avait cet aspect visuel où tu liais des blocs, où tu pouvais faire des permutations, ajouter des préfixes, des suffixes, le connecter à des bases de données. C'était un outil très très puissant, et d'ailleurs je crois qu'une des numéros 1 dans la création de Spin, je crois que c'était Oriane, et elle utilisait ton outil. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui aurait pu faire le buzz mondialement, mais voilà, c'est comme ça que je t'ai connu, et puis après je t'ai suivi, j'ai assisté à tes conférences, des fois peut-être même un peu trop technique pour moi, mais voilà, je m'accroche. Donc je vais arrêter de parler là, je vais te laisser te présenter. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Enfin, ça me fait énormément plaisir. Je suis très content d'être là. Écoute, c'est rien, mais c'est moi qui suis. Ça fait plaisir. Écoute, je suis à mon compte en fait depuis 97. Donc ça commence à faire un petit moment. Premier ordinateur perso, ça devait être en 82. J'avais 12 ans. Et c'était un ZX81. D'accord. Je connais pas trop les références, je connais le nom, mais de là à dire que je suis expert, non. Alors le truc qui était rigolo, c'était que un clavier, c'est ça? Ah ouais, c'était le truc, premier ordinateur grand public, donc qui venait d'Angleterre, donc grand public, abordable. Et un des trucs rigolos, c'est que pour le rendre accessible, en fait, il y avait le CPU. Je rentre tout de suite dans la technique. Le CPU, en fait, il n'y avait pas d'unité dédiée à l'affichage vidéo, et le CPU passait la moitié de son temps à dessiner l'affichage, et en fait il travaillait pour toi que pendant la remontée du faisceau. Et donc il y avait des petits trucs rigolos à faire avec, parce que on pouvait du coup, comme c'était tout en soft, on pouvait bidouiller l'affichage en assembleur, et donc accéder à des résolutions qui n'étaient pas possibles. Enfin bref, il y avait des trucs rigolos, alors que c'était un ordinateur à quelques mégahertz avec 1 kilo de mémoire. Mais c'est des choses qui te forcent, qui te conforment l'esprit, qu'après tu penses plus en termes de ressources. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les IA, les poids des LLM, on comprend mieux ce qui se passe, les limites, et en fait les limites qu'on a aujourd'hui, ou la compression d'intelligence qu'on peut avoir dans certains modèles. On est encore très loin
de ce qu'on peut obtenir, et donc tout ce qui est modèle sur les téléphones ou qui peuvent tourner en local, il y a encore énormément de marge de progression. C'est des choses qui vont forcément avoir un impact. Donc, de formation, je suis ingénieur généraliste. D'accord. Ça veut dire quoi? Ingénieur généraliste, t'as fait une formation d'ingénieur, mais sans spécialité, c'est ça? Génie industriel. D'accord. Mais pas de développement. Le développement, okay. C'est depuis que je suis tout petit que j'ai eu les mains dedans et puis que ça n'a pas arrêté. Mais oui, en formation, pas du tout. En développement, je suis plus un autodidacte. D'accord, ok. Voilà. Je pensais que tu étais scientifique. Enfin, que tu avais une formation de data scientist. Non. Je me définis plus comme un bidouilleur. Tu disais bricoleur. Je me définis plus comme un bidouilleur qu'un scientifique ou un machin. Okay. J'aime bien. Ça a exaspéré mes parents quand j'étais petit parce que tu me laissais un réveil entre les mains. Tu le démontais. T'allais le retrouver, t'allais partout. Il fallait que je comprenne comment ça marche. Okay. Donc je casse pas mal de choses. Ouais, c'était pareil. Pour comprendre comment ça marche. Les voitures, t'allais guider. Après, j'ajoutais des LED. Je sais pas si t'as connu Xavbox et Xafun. Ouais. Ça te dit quelque chose? J'ai commencé le SEO là-dedans, en démontant les consoles, en posant des puces, en soudant des trucs à l'intérieur, en faisant les réparations. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Et pour après se faire connaître en tant que poseur de puces et réparateur de consoles, c'est là où j'ai découvert le référencement et Xav en faisant des annuaires. Puis après, voilà, ça a enchaîné, mais voilà. Et ben voilà. Toujours l'esprit bidouilleur où tu démontes tout. Et ma mère en avait marre de voir surtout les voitures téléguidées. Je les démontais et je les remontais jamais. Ou les petits robots, tu sais, tout. Ah ouais. Donc voilà. Ben voilà, pareil. Début dans le web, 97, je monte ma boîte. Je fais beaucoup de développement technique, développement sur mesure, des outils de contrôle commande, des grosses boîtes, des travaux en régie pour l'aérospatiale, la défense, des choses comme ça. Ah oui, t'avais déjà des clients quand c'était bien technique, oui, il n'y avait pas le choix parce que recommandations, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu accompagné tout au long de mon cursus, des coïncidences ou des choix, des opportunités sur lesquelles tu sautes parce que t'as pas le choix ou ça t'intéresse ou tu te dis pourquoi pas, et en fait avec le recul qui ont complètement influé sur ton choix de carrière, les gens que tu as rencontrés, ce que tu as fait, ce que ça t'a apporté après. Okay. Il y a eu pas mal de trucs comme ça complètement improbables. Le premier gros boulot que j'ai eu qui m'en a débloqué plein d'autres sur des trucs comme ça, long terme, gros technique, c'est quand j'avais un salarié en alternance et qui travaillait, je vais en parler peut-être sur un média local, et la boîte se portait mal parce que en gros, tout le revenu de la boîte passait dans le salaire de l'employé, j'avais plus rien pour moi et j'étais prêt à fermer la boutique. Et puis un pote qui m'appelle, tiens, là il y a tel truc, je peux pas y aller, est-ce que ça te dirait de travailler en régie? Et ça a déclenché un truc qui m'a apporté 2, 3, 4 gros clients et des bouche à oreille derrière. Et voilà, mais sur un coup de fil, dire au bon moment, un coup de fil, et puis tu te dis bon ok, c'est pas mon truc, mais j'y vais. Okay. Et il y a eu plein de choses comme ça où rétrospectivement, en fait, tu es à l'écoute des opportunités, tu prends le truc et puis finalement ça marche quoi. Et donc dans cette série, 97 la boîte, 98 il me prend l'idée de monter un média local sur Internet. Ok. 98 Internet, tout le monde s'en fout. Bah oui. Tu vas voir les artisans du coin, tu leur dis je vais vous mettre sur Internet, ça va vous apporter des clients. Ils s'en foutaient. Même si c'est gratuit, ils veulent pas. Tu vas voir les communes, tu leur demandes leurs agendas, leurs trucs et tout. Ils disent ouais, il est bien gentil celui-là, mais on s'en fout complètement. Et donc je monte un média local. Donc pour faire sérieux, mon modèle c'était les journaux, les magazines locaux. Et donc, en plus de tout ce qui est local, donc annuaire d'entreprise, programme des cinémas, je me dis, je vais faire comme les autres journaux locaux, je vais mettre des petites annonces, je vais mettre des horoscopes, etc. Au bout de quelques mois, je me rends compte qu'il y a des gens qui me contactent pour mettre des pubs sur certaines pages de mon site. Je me dis, mais pourquoi ils veulent me payer pour mettre un truc là, pour mettre une petite pub? C'était les petits bandeaux, je sais plus combien, 468 par machin. Ouais, c'était beaucoup, tous les formats. À l'époque, je me dis, pourquoi? Quoi, ils veulent me donner des sous, ok. Et puis, donc, j'ai quelques gens comme ça qui m'achètent des pubs. Je vois que sur des requêtes, horoscope de l'amour, horoscope de l'année, horoscope de 2005. T'étais au top. Je suis premier. Elle me dit, ah ouais, ça rapporte des trucs, ok. Donc, entre deux,
le gars à qui je vendais des pubs. Et quand tu dis premier, c'était quoi, Lycos ou Google à l'époque? Alors là, on devait être au tout début de Google, mais il y avait encore All the Web, Alta Vista, etc. qui étaient encore là. Donc il y a eu un truc intermédiaire où j'étais plus ou moins partenaire avec le gars qui fournissait des horoscopes, des machins, et puis il y avait des accords comme ça. Puis au bout d'un moment, c'était du temps d'Allopass. Je sais pas si tu as connu Allopass. Oui, j'ai connu. Hein. Il y a des mecs. Il y a un podcast notamment avec quelqu'un qui a fait des millions avec ça, avec tout ce qui est sonnerie, les machins à l'époque que tu voyais dans les magazines de télévision, etc. C'était la ruée. Enfin, il y a des millions d'euros par mois. Oui, j'ai connu. Voilà. Enfin, j'étais étudiant, je faisais aucun business avec, mais j'ai connu. Donc ça marchait aussi pour avoir les coordonnées des gens pour les petites annonces, pour avoir ton thème astral, ton horoscope ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah ok, il est bien gentil lui, mais comment il le fait? Enfin, lui, de toute façon, c'est un programme qui le génère, son thème astral, son horoscope, machin. Je peux le faire aussi. Pourquoi est-ce que je lui donne 50% du truc? Et donc pendant un moment, je me suis mis à faire des horoscopes. D'accord, ok. C'est excellent. Donc j'ai fait des horoscopes jusqu'à ce que donc ça marchait très très bien plusieurs années de suite, surtout avec Allopass du coup, tu monétisais avec Allopass. Monétisé par Allopass. Ok. Oui. J'ai aussi eu des choses, donc là c'était un petit peu plus tard, qui étaient monétisées par AdSense. Okay. Là sur des rubriques, donc c'est des trucs dont rétrospectivement, enfin je suis pas spécialement fier d'un point de vue éthique, mais après c'est des trucs, enfin je veux dire le truc était là. Il était déjà positionné, ouais, c'est ça. Voilà, et puis c'est toujours pareil, enfin je veux dire ça fait rentrer de l'argent qui te permet de consacrer ton temps à faire des choses qui t'intéressent. Ouais. Ça c'est une thématique que tu as complètement abandonné ouais. Mais le truc, c'est ça, c'est que il y a toujours eu des choses comme ça qui sont arrivées plus ou moins par hasard. Je veux dire, j'ai pas cherché à faire des horoscopes, c'est juste que par hasard, j'étais premier, et donc tant que ça marchait. Et tu étais premier, tu avais créé une page, ou c'était une thématique déjà, tu avais voulu travailler cette thématique? Là, c'était un juste pur hasard. C'était sur le site local, il y avait une page horoscope, donc qui changeait, qui était mise à jour toutes les semaines, tous les mois. Il y avait une page horoscope de l'année qui elle durait plus longtemps. Et ça suffisait. Ah ouais. Mais il y avait toute l'autorité du site autour. Il y avait des vraies pages de communes qui étaient dessus, qui étaient leur page officielle, qui étaient dessus. Enfin bon. Et à l'époque, déjà les pages rank classiques et ça suffisait. Incroyable. Je sais pas si tu as connu Gralon, l'annuaire SEO. Oui. On va le recevoir, le boss, le créateur de Gralon aussi. Il sera là demain. D'accord. Donc, et il a un peu le même truc, c'est qu'à l'époque, Gralon, c'était un annuaire SEO. Qui après s'est transformé, ils sont vite partis sur la thématique astrologie à l'époque où il y avait les Allopass, etc. Et c'est un peu la même chose, c'est qu'ils avaient créé une petite page, mais avec leur annuaire, pour avoir des liens, il fallait que tu fasses un backlink, que tu mettes leur script, etc. Ils ont gagné une notoriété de ouf, et ils rankaient sur des mots-clés très très génériques. Le jeu, c'était ça. Alors, je sais pas si Google était déjà là ou pas, mais c'était en gros se référencer dans le maximum d'annuaires. Et il y avait déjà des outils de soumission automatique dans les annuaires, français et étrangers. Et c'était une partie du job. C'était mécanique, mais il fallait le faire, quoi. Ouais. Et donc il y a eu ça. Il y a eu de l'AdSense sur des pages de petites annonces. Donc au début, c'était assez restreint, mais il y avait certaines catégories comme tout ce qui est travail à domicile. Qui étaient des catégories qui en AdSense payaient extrêmement bien. Et là aussi, c'était des choses où j'étais premier sur plein de choses, emballage de parfum, travail à domicile, toutes ces thématiques-là. Et le truc le plus effarant, c'est que, donc, pourquoi est-ce qu'il y avait ces pages-là? Est-ce qu'il y avait ce contenu-là? Et des trucs comme ça. Au début, c'était des choses où j'avais commenté des vidéos, des reportages M6, des choses comme ça qui dénonçaient les arnaques du travail à domicile et de machin. Donc j'en avais fait un compte rendu et le message c'était attention, ne vous faites pas avoir, regardez ce qu'il y a comme arnaque et quand on vous dit ça c'est de la connerie, ne faites pas. Et en dessous j'avais 500 commentaires de gens qui me disaient où est-ce que je postule. Oh là là. Donc au bout d'un moment tu arrêtes, tu mets des petites annonces, tu mets des AdSense et tu dis démerdez-vous. Incroyable. D'accord. Et donc j'ai eu comme ça, mais pareil sur une page de petites annonces, d'annonces achetées, donc tu pouvais payer pour avoir ton annonce qui restait en haut pendant un certain truc, des gens qui ont payé, de l'AdSense au-dessus, et à l'époque, donc c'était dans les années 2000 et quelques, c'était des trucs, c'était des milliers d'euros par mois juste en AdSense par exemple.
sur un truc donc, que tu n'as pas cherché, qui vient par hasard. Et ouais, donc tu as connu aussi le début d'AdSense. T'es pionnier dans tout, quoi. Mais alors, ça a toujours été des trucs, et il y en a eu plein comme ça, où en fait, tu as un truc qui tombe par hasard, tu te dis comment ça marche, mais pourquoi est-ce qu'on me demande ça? Et donc, tu fais, et puis tu arrives à faire monter un petit peu ton chiffre d'affaires. Ouais. Et puis, derrière, tu en as un deuxième qui arrive, qui commence à prendre, parce que tu as toujours des trucs comme ça par hasard qui traînent de partout. Donc, t'en vois un qui frétille, tu prends, puis il monte aussi, tu te dis c'est chouette, je vais pouvoir doubler mon chiffre d'affaires. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que le premier se casse la gueule. Donc il y a eu beaucoup de trucs comme ça où en fait, je suis resté à peu près au même niveau, donc avec un revenu passif qui me permettait à côté de faire ce que je voulais. Donc mon revenu a toujours été complètement découplé du temps que je consacrais à autre chose. C'est-à-dire que j'avais toujours un revenu passif qui venait de ce que j'avais fait des mois ou des années avant. Ouais. Et je travaillais sur des choses qui rapportent rien maintenant, mais qui peut-être rapportent plus tard. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. Okay. À part aujourd'hui, où aujourd'hui 1492 me prend suffisamment de temps que je peux pas dire que c'est un revenu passif. Ouais. Mais sinon, ça a toujours été plus ou moins ça. Ok. Donc il y a eu des trucs comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça devait être vers 2003. Il y avait un site en quad que j'avais fait avec un pote dont c'était la passion. Et puis, pareil, petites annonces dessus, en plus de vidéos, de trucs de quad. Et puis, on est contacté par des gens qui importent des quads de Chine. Partenariat, participation au truc et tout. Ça marche super bien. Pareil, gros chiffre d'affaires parce que je sais pas si c'est que je faisais les choses bien ou qu'il y avait personne à l'époque, mais ça marchait toujours super bien. Et jusqu'à ce que la boîte se fasse planter par les douanes, des conteneurs qui arrivent pas, etc., liquidation judiciaire, et puis donc là ça s'est arrêté. Mais voilà, donc plein de choses comme ça que j'ai pas forcément cherché à sauver ou à reprendre. Enfin, j'allais pas me mettre moi à importer des quads, mais qui montrent le potentiel, et donc des trucs comme ça sur différentes thématiques que j'ai testé, que j'ai laissé tomber quand ça marchait pas parce que il y a des gros, surtout souvent c'était ça, enfin des gros qui arrivaient sur la thématique et puis qui bouffaient tout, et c'était pas mon métier. Moi, c'est vraiment un truc à côté qui est un revenu passif. Je vais pas me battre pour. Un exemple typique, c'est donc les petites annonces. Au début, il y avait juste les petites annonces sur mon média local. Et puis je me suis dit ça marche bien, ça fait plein d'allopasses, on va démultiplier. En nombre de sites, tu parles là? Ouais, je me suis dit pour scaler, ce qu'on va faire, c'est que là par exemple sur mon site local, j'ai des annonces de nounous, de machin, de trucs. Donc je vais faire un site dédié aux annonces de garde d'enfants de nounous sur toute la France, un site sur les vélos, sur les quads, sur l'immobilier, sur toute la France. Et puis à côté, je vais faire un site sur la Haute-Savoie, mais qui fait toutes les thématiques, un site, donc des sites et géographiques et thématiques. En croisant, donc une annonce était toujours sur deux sites différents, mais d'un côté, dans le bon environnement thématique. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. On appelle ça les sites, Adrien notamment m'a pas mal aidé au niveau de la data, des monovilles et des multivilles. Voilà, c'est monoville, c'est une ville qui contient plusieurs métiers, et multiville, c'est un métier, mais avec plusieurs villes. Et du coup, on fait les croisements. Exactement. Ok, c'est énorme. Donc ça marchait. C'était encore bien avant. Mais bon, ça se fait encore. Tu vois, ça marche. Ça se fait encore. Ouais, mais c'est plus difficile maintenant. Ouais. À l'époque, la difficulté, c'était valider les annonces, parce que tu as toujours n'importe quoi et des arnaques la modération, de partout. etc. Comment tu monétisais du coup à l'époque? Ça veut dire il fallait payer pour être présent, ou c'était en mode annonce gratuite plus payant? En fait, il y avait les deux. Okay. Il y avait de l'AdSense sur les annonces, les pages catégories machin, et pour avoir les coordonnées de la personne, c'était un allopass. Ah, donc c'est la personne qui contactait qui achetait. Ouais. Mais celle qui proposait ses services ne payait pas pour être sur le site. Ouais. Ok. C'est plus l'inverse maintenant. Oui. Écoute, au début, je me suis dit, on va voir si ça marche. Ouais. Et puis, ça marche, donc on laisse comme ça. Et puis, donc, ça a marché un moment. Et il y a eu marché.fr, je ne sais pas si tu as connu. Oui, ils ont eu leur période de gloire marché.fr avant le Bon Coin, il y avait Viva Street. Voilà, et donc c'est quand marché.fr est arrivé que ils ont suffisamment pris le truc et en capacité de validation d'annonces, mais ils avaient des équipes à Mac. Ça existe toujours? Non, je crois pas, je le vois plus ce site. Non, je pense pas qu'il existe Viva encore. Street, ils existent encore un peu, peut-être. Ouais. C'est incroyable. Et donc j'ai laissé tomber les annonces, mais c'est pareil. Pour moi c'était un business à côté qui faisait du revenu passif avec juste un petit peu le soir en mode zombie, tu valides des annonces et puis ça suffit quoi. Donc ok. Voilà. Et puis c'est comme ça que tu as commencé à rentrer dans le web, à découvrir le référencement. T'as acheté tes noms de domaine. Ah oui, j'en ai encore des vieux d'ailleurs.
Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au SEO parce que jusque-là, je faisais tout dans mon coin à l'instinct et puis il y avait des choses qui marchaient. Puis je me suis rendu compte que il y a des gens qui sont venus me vendre du SEO et je me rendais compte qu'ils racontaient absolument n'importe quoi. Qu'il avait fait ses études aux États-Unis. Chez Google. C'est son pote. Chez Google, qu'il savait quand les robots de Google passaient sur ton site et que du coup, il fallait lui donner les clés d'accès à ton site et que comme ça, une demi-heure avant que les robots passent, il modifiait le site pour mettre ce que le robot voulait voir, le temps que le robot passe, et puis qu'il remettait ton site en état après. À l'époque, je connaissais déjà les logs, et puis je voyais bien quand Google passait, et je savais qu'il me racontait que n'importe quoi. Incroyable. Donc donc je me suis dit, tiens... Les commerciaux. Donc je me suis dit, il y a un métier, il y a des gens qui font ça, je vais essayer de m'y intéresser un petit peu, je vais voir. Et c'était l'époque de Code SEO, les débuts de Code SEO, Jérémy Allard. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à me faire voir un peu dans le domaine du SEO, à faire aussi un petit peu de web marketing à l'époque, là aussi poussé par Jérémy, parce que toujours pareil. Il est très très bon en marketing. Hein. Il faut que je le contacte, il faut qu'on l'invite. Enfin, je vais essayer de l'inviter parce que niveau copywriting, marketing... Je me souviens, il avait créé un plugin Chrome qui, à l'époque, trouvait des noms crawlait pour toi pour récupérer des domaines expirés en suivant les liens. Et il avait écrit quelques petits PDF, ou moi qui commençais le SEO un petit peu à l'époque, où je me souviens d'un PDF sur l'affiliation, comment transformer des liens d'affiliation en vrais backlinks, c'est-à-dire qu'un lien d'affiliation a un paramètre dans l'URL avec le point d'interrogation et paramètre, et il disait, le script, maintenant il y a des plugins qui font ça, il y a des affiliations qui le gèrent en natif, mais transformer les paramètres en encre de lien, parce que Google ne lit pas ce qu'il y a après l'encre de lien, ce qui veut dire que plutôt que d'avoir... des backlinks avec des URL qui peuvent changer avec des paramètres. On avait des vrais backlinks avec un lien, ce qui s'appelait à l'époque un lien en dur. C'était toujours mieux qu'un lien avec un paramètre qui pouvait changer. Google comprenait que ça changeait. Donc il est très très bon en copywriting, en marketing et il a toujours fait des grosse inspiration. Jérémy là-dessus. Puis du coup, c'est lui aussi qui... grâce à Code SEO, que je suis un peu plus rentré dans la communauté SEO. Il y avait aussi le 512 Bank, il était aussi Kevin sur Code SEO. Il y avait plein de trucs. Et donc là, plus un petit peu dans le dur, dans le code, les bookmarklets Oscar ou les trucs comme ça. Il y a eu des trucs de fou à l'époque. Oui, c'est quoi ça, le plugin de Kevin Richard là? Oscar. Le truc qui remplit automatiquement tes formulaires avec du texte. Tu lui mets un master spin et à chaque fois, tu as un commentaire différent. C'est incroyable. C'était à l'époque. C'était les outils. Ouais, effectivement, c'est un plugin Chrome. Non, c'était juste une bookmarklet. Ah, c'est une bookmarklet, de Chrome. Ouais, du coup, où tu allais sur les formulaires de contact ou les commentaires. Ouais. Et ça mettait... c'était du spam commentaire à l'époque, ouais. Oh, c'était excellent. Incroyable. C'était excellent, mais ça, c'est des trucs que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai encore dernièrement refait des trucs. Puis aujourd'hui, avec l'IA, tu te dis, allez, je vais refaire une extension pour ça. Ça va tellement vite maintenant. Mais en fait, juste le bookmarklet et juste le petit code de JS en bookmark, ça permet de faire des choses incroyables. Fou. Et pareil, l'IA te le fait comme ça, et tu fais un copier-coller et ça marche. Et c'est des trucs qui datent de l'époque. Oui, mais c'est toujours d'actualité. En fait, on dit souvent que c'est une boucle. C'est pour ça que j'aime bien parler un petit peu, quand les personnes viennent en interview, de parler un peu du passé. Parce que le passé... Il y a toujours des choses à récupérer qui sont ultra intéressantes pour l'adapter au présent. Il y a toujours une sorte de boucle. Les trucs qui sont faits dans le passé, après, ça se fait plus. Et puis, ça revient. Et c'est toujours un circuit comme ça, où à chaque circuit, avec les nouveaux outils ou maintenant avec l'IA, tu peux refaire une passe encore plus puissante que par le passé. Par contre, comme tu dis, en adaptant. En adaptant. Parce que un des trucs que je regrette dans certains vieux SEO, je vais pas donner de nom parce que de toute façon je vise personne, mais c'est quand tu restes campé sur ton expérience et c'est la même chose que en telle année, et qu'en fait tu mesures tout à ton expérience passée mais sans remettre en cause, sans actualiser, et en faisant comme si le passé était figé et que aujourd'hui ok ça marche comme ça, mais je l'avais déjà découvert il y a 10 ans. En fait pas tout à fait, c'est pas le même angle, il y a des petits trucs qui ont changé, et t'as des jeunes aujourd'hui qui font des choses qui
méritent d'être mis en lumière parce qu'ils font des choses, ils se sont sortis les doigts, et ils font des trucs intéressants. Ok, il y a de l'inspiration, il y a eu des choses qui viennent d'avant et des choses que nous on a déjà vues, mais il y a toujours un petit truc en plus, un petit angle différent. C'est normal, normal. On s'est tous inspirés de quelqu'un, hein. On n'a pas tous cerveau, la science infuse de partout, donc forcément, après, il y a toujours des petites choses qui changent, et c'est ça qui fait la différence, quoi. 100% d'accord. Ok. Ouais, donc tu as commencé Script SEO, tu as commencé à venir dans la communauté SEO. C'est là où tu as commencé peut-être à faire tes premières confs aussi. Il me semble que la première conf, c'était le VLC, alors je sais plus, c'était 2015 peut-être, le VLC de RAF SEO. RAF SEO, le pêcheur. Non, il a dû annuler son séjour pêche d'ailleurs, il était vénère là, je crois. Donc, événement... C'était un super événement, ça. Ligne. Faut le refaire, Raph. Et donc, le VLC. Un truc super rigolo, c'était en fait avec Christian Lemoussel, anciennement SEO Black Inside, son ancien pseudo. Ouais, je connais pas. Donc, c'est avec lui qu'on avait fait des choses comme A3, Auto Approve Analysis, un outil qui spammait tous les blogs WordPress Auto Approve. Mais avec une performance de fou, ça turbinait à toute allure. Pareil, tu mettais tes master spin, ça crawlait, ça trouvait les blogs auto-approve, ça te ressortait tes rapports et tout. C'est un outil qui a eu son heure de gloire. D'accord, ok. Et ça s'appelait comment, l'outil ? A3. AAA. Et donc, parce que techniquement, ça nous intéressait, c'était donc les débuts de Cocon SE, parce que ce qu'on a présenté au VLC, c'était la visualisation de la structure interne d'un site, donc des questions de crawl, de spatialisation, de calcul de PageRank. À l'époque, on n'avait peut-être pas encore perdu la barre avec le PageRank. C'est arrivé un petit peu après, donc... toujours le PageRank de Google, ouais, le petit numéro. Les SEO, ils aiment bien quand il y a un petit numéro, tu peux mesurer ton truc. Et donc on avait fait un truc comme ça parce que ça nous intéressait. Lui, l'aspect crawl, technique, performance, etc. le motivait. Moi, c'était plus l'aspect visualisation et comment à partir d'un graphe et de quelque chose visuel, tu peux interpréter et voir tous les défauts de structure interne qu'il peut y avoir dans un site. Moi, je suis très visuel. C'est quelque chose qui me parle. Mais j'avais l'intuition qu'on pouvait faire quelque chose. Donc on avait fait un petit POC comme ça pour s'amuser. On le présente, pour s'amuser, oui, on avait quand même passé quelques heures dessus. Mais bon, ça nous amusait. En quel langage tu avais fait pour avoir t'avais utilisé Jiffy dedans, une bibliothèque Jiffy ou rien à voir ? Non, pour valider, vérifier, il y a des choses où on utilisait Gephi, mais c'était plus pour montrer la différence ou pour valider certains trucs, mais derrière c'était des choses complètement perso, et ça a été mes débuts en Python d'ailleurs. Parce que là j'étais plutôt PHP, ou avant c'était du Pascal, Delphi, je sais pas si t'as je connais mais j'ai jamais pratiqué. Voilà, donc là c'était mes débuts en Python, et donc truc tout... complètement perso, qui donc a validé l'intuition que oui, on pouvait faire avec la spatialisation qui va bien, les bons codes et tout, on pouvait voir des choses clairement sur la visualisation. On l'a présenté au VLC et derrière les retours ont été tellement enthousiastes qu'on s'est dit allez, on lance le truc en SaaS, et un mois après. Et à l'époque, il n'y avait pas Claude Code. Un mois après, le service était là et il fonctionne toujours aujourd'hui. Donc... D'accord, ça c'est toujours fonctionnel. D'accord, ok. Donc c'est incroyable. Pas aussi bien qu'à ces grandes heures, mais il y a toujours des clients, il y a toujours des nouveaux clients, il y a toujours des clients qui sont abonnés depuis je ne sais pas combien d'années, qui l'utilisent régulièrement. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Super. Comme quoi, une conférence... donc du coup, c'est top parce que je crois que c'est de suite 300, 400 personnes qui voient la conf. Donc Bon, la conf, ça a été le point de départ. Derrière, après, il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont poussé, qui ont beaucoup aidé. Laurent Bourrelli a beaucoup aidé à faire connaître l'outil. Il n'y a pas que lui. Il y a encore Fred. Je passe le bonjour aussi à Laurent Bourrelli. Fred Tricaya qui en parle encore régulièrement, qui l'utilise pour ses formations. Donc bon, il y a encore de l'attraction. Mais oui, Laurent a été un énorme moteur pour l'outil. Ouais. Ça ne servait que pour le site dans la structure du site, et notamment par rapport à Laurent, par rapport à sa stratégie de cocon sémantique. Voilà. Ça permettait de bien visualiser que ça respectait
Voilà. C'est un truc d'ailleurs qui est aussi un petit peu à double tranchant. Et ça c'est rigolo parce que dans les events maintenant, j'ai tendance à me présenter comme cofondateur de 1492 Vision. Et puis ça évoque pas forcément quelque chose. Et puis je donne ma carte et puis dessus il y a mon adresse @cocon.se. Et mais Cocon SE c'est toi. Et en fait, quasiment tout le monde me connaît pour Cocon SE, alors que voilà, pour moi c'est un peu une sœur ancienne. Après ça, t'as fait d'autres conférences. Et je pense que le dernier venu, c'est justement l'outil de Discover où t'es maintenant, quoi. T'es vraiment à... Donc, du coup, ça te prend du temps. Et qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'entends des échos de personnes qui disent c'est fini Discover, ça marche moins bien qu'avant, il faut être un vrai média. Ceux qui achetaient des domaines expirés avec... je sais pas moi, des backlinks GMB, apparemment c'était une stratégie qui achetait du pop après pour le déclencher, qui restait peu de temps, mais ça leur suffisait à gagner des dizaines de milliers d'euros par jour même. J'ai entendu des chiffres de personnes connues qui sont vrais, puisqu'ils m'ont montré j'ai vu des stats de trafic. Après, je sais pas exactement combien ça se rapporte, mais c'est des chiffres hallucinants. Toi, peut-être que tu peux confirmer, ou tu as peut-être des échos de chiffres. Mais du coup, est-ce que c'est vrai que maintenant, quelqu'un qui veut se lancer avec un site, envoyer du pop, donc du pop, on en a déjà parlé avec... pour ceux qui veulent en savoir plus sur Discover, on a présenté un petit peu ce que c'était. On va pas récapituler, mais on avait fait un podcast avec Deidou, qui était le 2e ou le 3e podcast de la chaîne, donc allez voir, où on explique les bases de Discover, etc. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, ça permet de faire une actualisation pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Toi, aujourd'hui, avec cet outil, donc l'idée, c'est aussi de présenter qu'est-ce qui te permet d'expliquer ce qui marche pas, parce que tu analyses énormément de data, et c'est aussi intéressant de savoir comment vous récupérez cette data, quel historique vous avez, comment t'es rentré là-dedans. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Voilà, je te laisse parler un peu de ce sujet-là, mais en tout cas, c'est super intéressant que tu viennes aujourd'hui, à la fois pour faire l'atelier demain et à la fois le podcast, parce que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il y a des gros changements, je pense, qui sont intervenus sur Discover. Et peut-être les gens comme moi qui voulaient peut-être tester un petit peu, parce que maintenant avec l'IA, on peut faire des sites ultra optimisés avec des Google PageSpeed à 100%, tout optimisé. Et du coup, on a peut-être j'ai eu la petite idée de dire, allez, je vais peut-être me lancer sur Discover, mais du coup, c'est mort. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, Discover, comment c'est arrivé? Il y avait un gars avec qui on se tournait plus ou moins autour depuis des années. On se suit, on se rendait compte qu'on intervenait, on était intéressé par les mêmes sujets. Dès qu'il y avait des trucs un petit peu techniques, un petit peu pointus, des embeddings, des failles de Google, des machins et tout, on était sur les mêmes thématiques. C'est Damien Handel. Un jour, donc, il publie et il vend son script pour scraper Google Discover. Et donc un truc que je connaissais pas du tout a priori. Et donc tiens, regarde, c'est rigolo, il y a un truc, et puis ils vendent le script, peut-être il y aurait moyen d'en faire quelque chose. Pourquoi est-ce que je ferais pas un petit SaaS sur le truc et tout? Donc j'achète le script, je regarde comment ça va, je décortique, j'installe, je fais des mises à jour, je fais quelques petites évolutions dessus. Et puis on se met à parler un peu plus sérieusement ensemble. On se rend compte qu'il y a plein de trucs qui collent et que c'est les mêmes choses qui nous intéressent. Et on se dit pourquoi pas faire un SaaS ensemble du coup. Ok. Il a créé le script parce que il a vu qu'il y avait un intérêt sur Discover, que ça, notamment peut-être avec. Donc Damien avait une expérience en tant qu'éditeur de site web, et oui, il y a eu un glissement pour lui vers Discover, et des choses qu'il a creusées et qui, d'un point de vue technique, c'est la technique qui lui a ouvert les portes. C'est de là qu'est parti le service qu'on a fait des choses ensemble. Donc, en partie sur la base du script qu'il avait vendu et qu'il a donné, il vendait le code source. Donc, c'est aussi des choses où, tu le vends derrière. Ceux qui l'ont acheté, ils en font ce qu'ils veulent, ils évoluent. T'as plus aucun contrôle sur. Donc, il y a eu des services qui se sont montés sur la base de ce script. Et ça, c'est le script
pour scraper Discover ou voilà, c'est pas le script pour scraper Discover sur desktop. D'accord, ok. Donc on a nettement amélioré la technique et scaler l'infrastructure parce que donc l'idée c'est avoir de la data que personne ne peut avoir parce que là t'as pas d'API officielle de Google, t'as pas de chiffre de Google qui te donne, à part dans ta GSC, t'as aucune donnée sur Discover, t'as aucun moyen de voir sur quoi performent les concurrents, etc. Et on voulait avoir quelque chose de complet, d'actionnable. Et là, effectivement, tu disais, qu'on est peut-être ceux qui avons la meilleure data au monde. Donc pas forcément sur tous les pays. Il y a des pays, des langues où on n'est pas, mais en tout cas en France, ça fait aucun doute. Même les gros concurrents internationaux, même sur l'anglais d'ailleurs. Les concurrents internationaux, on est entre x4 à x10 leur volume. D'accord. Ça se mesure en fonction du nombre d'articles Discover que vous avez vu popper. C'est comme ça que tu le mesures. Voilà, donc ça, c'est un des moyens qu'on a, c'est quand tu as des concurrents qui vont publier leur top 50 ou leur top 10 et dire ce mois-ci, on a vu tant d'articles de Le Monde, de Ouest France. Vous avez 4 fois plus. Nous, on voit qu'on a x10. On voit que l'ordre n'est pas forcément le même non plus. On a des éditeurs, des gros médias français qui utilisent et d'autres outils et le nôtre. Donc vous pouvez comparer. Qui eux-mêmes se rendent compte que avec tel autre outil, la précision, en gros, quand un article marche fort chez eux, est-ce qu'ils le voient dans l'outil ou pas? Chez les concurrents, en gros, au mieux, c'est 20%. C'est-à-dire qu'ils se plantent à 80% quand même. Chez nous, c'est plutôt l'inverse. Donc ça peut dépendre des sites et des thématiques, mais donc déjà ça inspire un peu mieux confiance. Que des choses comme l'arrivée massive de Twitter ou de YouTube dans les flux, nous on l'a détecté, on l'a vu 2 mois avant les autres. Parce que il y en a d'autres qui vont scraper par exemple les flux juste desktop et pas des flux mobiles. Et c'est pas les mêmes cohortes, c'est pas les mêmes utilisateurs, c'est très segmenté chez Google. Mais le script qui avait vendu à l'époque, c'était pour scraper de desktop, si je me trompe pas. Sauf que vous avez trouvé une technique. Depuis, on fait beaucoup mieux. Tu scrapes on évolue mobile tout le temps. avec les vrais résultats Discover que la majorité des gens voient. Les mêmes devices que les gens en France utilisent. Oui. D'accord, ok. Mais oui, et ça fait la différence et ça se voit dans l'année. Et c'est ça aussi qui explique que c'est pas un revenu passif et qu'il y a toujours des choses à faire parce que il y a des mises à jour de Google tout le temps l'infrastructure demande une maintenance assez importante à cause du volume, à cause de Google, à cause on veut que notre panel soit suffisamment représentatif. Oui, donc vous faites des téléphones, l'émulation, un peu comme je fais aussi. Mais sauf que moi je le fais pour les maps, j'avais déjà discuté dans un précédent podcast, mais effectivement souvent ça peut planter. Alors je sais pas si c'est ça, tu veux peut-être pas le dire, mais si tu me dis qu'il y a de l'infra, c'est que derrière il y a aussi du matos qui permet d'émuler. C'est pas à la portée de tout le monde et c'est un gros boulot et c'est pour ça que cette data elle est ultra importante parce que chaque utilisateur a un téléphone, un device, une marque. Effectivement, ces flux peuvent changer. Et pareil, j'avais fait même les résultats de recherche en fonction peuvent changer également. Oui. Donc, je parle même pas des thématiques des profils où il faut pouvoir aller récupérer des articles Discover sur un ensemble de thématiques, pas uniquement les principales, parce que sinon on n'a que les principaux sites qui ressortent. Ouais. Donc j'imagine le gros travail qui est derrière. Ouais. Et là, ça rejoint un autre angle justement, parce que effectivement, si tu scrapes des flux génériques ou les flux desktop, tout ce qui est vraiment les gros sujets, les gros sujets de news, les grosses thématiques, tu vas tout avoir. Ce que tu vas pas avoir du tout, c'est les sujets de niche ou les sujets très géolocalisés. Et c'est ça qui est intéressant pour les SEO ou les médias locaux. Si t'es le Monde, le Figaro, machin, ok, tu regardes le gros du panier, t'as tout, t'es peut-être à peu près content. Si t'es média local, hyper local, si t'es sur une super niche, il y a pas. On a des clients qui nous disent clairement que t'as tel autre concurrent qui est meilleur sur l'interface, mais que par contre
Ouais. Oui, sur l'interface peut-être, Oui. mais quand ils cherchent sur leur thématique, ils trouvent rien. Parce que c'est que le haut du panier et t'as pas toute cette personnalisation. C'était là le sujet d'une conf sur le e-com au Parc des Princes, là au SEO Summit. On a des sites de couture, de tricot, de nourriture pour poissons qui ressortent, qu'on voit dans Discover. Ça c'est des trucs, il y a personne d'autre, il n'y a aucun autre outil qui les trouve, ceux-là. Ok. Sur Toulouse, pareil, je cherchais des trucs sur Toulouse, mais c'est incroyable. Des auberges, typiquement, avec fiche GMB, le site au nom de l'auberge. On a des auberges qui ressortent dans Discover. Donc, c'est pas qu'elles font un énorme volume, qu'elles sont là tout le temps, mais ouais. elles apparaissent et on les voit. Ok. Donc là, le truc sur lequel je voulais rebondir justement, par rapport à ta question sur juste le volume de trafic Discover et les SEO qui l'utilisent comme machine à cache. Ouais. Alors combien ça rapporte? C'est combien ça génère de cash? Dis-moi quelques chiffres. Avant de répondre à ça, parce que puis en plus j'ai pas forcément le chiffre. Je peux te confirmer que les chiffres que tu as avancés sont vrais et que effectivement pour certains oui. Mais le truc c'est que les SEO, et je me mets dedans, je veux dire, ce que je t'ai raconté, ce que j'ai fait dans le passé, certains trucs, je veux dire, je me place pas en défenseur de l'éthique, j'aime bien, j'ai souvent des positions assez paradoxales où je peux faire le grand écart entre ce à quoi je crois et ce que je fais vraiment, tu sais, t'as toujours... l'écologie, sauver la planète, j'y crois à fond, mais j'ai fait tourner des rigs pour entraîner des modèles. À un moment, voilà, t'es geek, t'as envie de bidouiller, tu bidouilles même si tu sais ce qu'il y a derrière. C'est sûr. Ouais. Le truc, peut-être plus les éditeurs que les SEO. Actuellement, on râle contre Google qui arrête de nous envoyer des clics et que oh là là, tous les éditeurs vont mourir parce qu'il ne fait plus bien son boulot, etc. Et ça, pour moi, c'est une évolution sur laquelle on ne reviendra pas en arrière. C'est l'évolution de la recherche d'informations, les 10 liens bleus, les liens qui aident un petit peu mieux, le conversationnel. Discover ou TikTok, les flux qui te poussent du contenu avant que tu aies formulé ta requête, qui te donnent ce que tu veux. Et derrière, la logique pour Google, ça n'a jamais été d'envoyer du trafic sur les sites, c'est de répondre à l'intention de l'utilisateur, c'est satisfaire l'utilisateur. Avant, il n'avait pas d'autre moyen que d'envoyer les gens sur les sites en disant la réponse, elle est peut-être là, débrouillez-vous. Maintenant, il peut donner la réponse, il donne la réponse. L'utilisateur, il est d'autant plus content. Et on a, en tant que SEO, un peu pris ça pour acquis, voire... et on est énormément à l'avoir fait, avoir détourné ça, c'est-à-dire détourner le SEO et Google qui n'avaient pas d'autre choix pour attirer du trafic chez toi, pour mettre des AdSense, pour piquer ta part sur un gâteau que Google te donne des deux côtés en mettant du contenu de merde sur des sites de merde. Je veux dire, on a tous joué, actionné là-dessus. C'était juste un truc qui tournait en rond, qui objectivement n'apportait dans la plupart des cas aucune valeur. Et aujourd'hui, on n'a plus les clics et on râle contre Google qui nous donne plus les clics. Mais c'est aussi parce qu'on a pourri le web que Google n'envoie plus sur des sites qui potentiellement sont on a notre part de responsabilité dedans. Dans Discover, il y a ça aussi parce qu'on voit donc effectivement ce gros trafic. Donc les derniers chiffres qu'on a, ça devait être en 2024, les derniers résultats qui ont été publiés par je sais plus qui, Audience Média, j'ai plus le truc. Dernier chiffre officiel, c'était des choses comme 600 millions de clics par mois, fin 2024. Généré par l'ensemble des sites Discover? Par Discover, oui. En France? Alors il faudrait que je vérifie si c'est France ou monde. Ça c'est les chiffres que des instituts d'audience avaient donné. Ce qu'on sait depuis, c'est que le nombre d'utilisateurs a plutôt monté. Dernières estimations, on est dans les 1,2 milliard d'utilisateurs. Ah oui. Le trafic la part de trafic Discover qui a augmenté chez les éditeurs, mais le trafic lui-même qui a baissé depuis l'apparition des AI Overview dans Discover. Parce qu'on a aussi des SEO Overview, pas que dans les SERP, mais dans Discover, donc toujours, sauf en France, on est toujours l'exception, mais là, partout ailleurs dans le monde, à partir du moment où il y a les SEO Overview qui sont arrivés, tu as la courbe qui tombe pour tous les éditeurs.
Donc, et c'est là aussi où il y a des choses intéressantes, c'est que tout ce qui se passe actuellement sur le géo, le zéro clic, les citations, etc., et le besoin de construire ta marque, d'être présent partout, enfin, on a exactement les mêmes problématiques et les mêmes mécanismes dans Discover, et c'est quelque chose qui se tient, qui joue sur les mêmes leviers, les mêmes trucs. Donc tout se renforce et tout se tient. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, enfin, en dehors de Discover même. Et donc, ce gros trafic Discover, en tant que SEO ou SEO Black Hat, on le voit comme source de trafic, donc source d'argent facile. Du coup, on va faire du truc qui va ranker sur un maximum de thématiques, les thématiques qui marchent bien pour avoir plein de trafic, pour mettre plein d'AdSense ou d'affiliation, etc. Forcément, derrière, tu pourris le Discover, tu pourris ce qui te nourrit, et pour moi, tu passes à côté du truc principal, qui est que justement Discover, c'est un moteur de recommandation qui est conçu pour vraiment apparier un contenu avec un utilisateur pour pousser le bon contenu au moment où tu en as besoin, qui correspond à tes centres d'intérêt. Et en le voyant juste comme du trafic brut, on perd cette dimension personnalisation, comme un AdWords super ciblé. Et ce qu'on voit avec tous les petits sites qui sortent de temps en temps, qui font pas forcément beaucoup d'audience, mais ils ont des visites hyper ciblées. Et là, pour moi, il y a une carte complètement différente à jouer, donc pas en le voyant comme du spam et une grosse opportunité de trafic, mais comme du trafic vraiment super ciblé. Et là, ça joue sur tous les tableaux, mais dans ce cas-là, tu es plus dans une optique long terme, comme sur plein d'autres choses, où tu construis ta marque, tu restes focus sur une thématique, tu fais bien ton boulot, tu le fais bien avec tous les réseaux sociaux qui vont autour du vrai contenu. Et Discover, c'est un levier comme d'autres qui t'apporte du trafic, que tu convertis, que tu essaies de capter pour avoir des notifications, des emails qui vont s'ajouter à ta newsletter, etc. Enfin, pour construire ton socle d'audience qui reste une audience propriétaire et qui du coup te permet de t'abstraire de Discover et de la variabilité qu'il y a derrière. Donc, moi, j'ai plus envie de le voir comme ça, et c'est comme ça que ça m'intéresse, parce que là, il y a des vraies mécaniques derrière, il y a des vrais mécanismes, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses actionnables pour construire des choses sur la durée avec Discover comme un des leviers, que de le voir comme un truc où tu spammes en masse, et puis tu fais du volume, et puis ça marche pendant un moment, parce que là, tu luttes contre la machine. D'accord, ouais. Et donc tout ce qui s'est passé, les fermetures de marché, donc aujourd'hui, plus difficile de rentrer sur Discover, oui. Et donc la France, ça a toujours été un des marchés les plus fermés, où ça a été le plus concentré, où l'audience est le plus distribuée au haut du panier et pas aux autres. Ils ont encore resserré la vis dernièrement. Donc actuellement, en France, c'est très difficile de rentrer avec un nouveau site. Alors, c'est pas que c'est difficile de rentrer, tu as toujours en fait autant de sites qui rentrent chaque semaine dans Discover, mais c'est juste qu'ils n'ont plus de visibilité. Un des trucs rigolos, je reviens sur l'ouverture des marchés, un marché par pays, c'est que en fait au début on voulait voir, c'est quelque chose qu'on nous demandait, c'est est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que Discover est ouvert ou pas ? Parce que y avait certains éditeurs qui avaient l'impression qu'il y a des périodes où les nouveaux sites entrent bien et d'autres où ils n'entrent pas. Et donc ils voulaient voir, parce que donc on a une météo de Google Discover qui montre les variations de Discover pour essayer de voir est-ce que c'est juste moi qui ai fait une connerie parce que j'ai perdu des trucs, ou est-ce que c'est pour tout le monde, et donc on a une variabilité de Discover. Et l'idée c'est de savoir est-ce qu'il y a des moments où les sites rentrent plus facilement, puis comme ça je me casse pas la tête à essayer d'en faire rentrer quand c'est fermé, et sinon. On a ajouté des choses dans la météo, on a fait des jolies courbes, des machins, et on avait l'impression, effectivement, qu'il y avait des moments où, tu as le nombre qui monte, et oui, là, ok, là, ça a l'air d'être ouvert, et là, ça a l'air d'être fermé. Et en creusant plus, on s'est rendu compte que ce qu'on mesurait, donc en détaillant encore plus la data, et pas juste en regardant le nombre de sites et le nombre de vues, mais en regardant quels sont les sites qui font les vues et est-ce que ça en est juste un ou plusieurs, que en fait ce qu'on mesurait, c'était pas est-ce que Discover est ouvert ou fermé, c'est est-ce qu'il y a un spammer qui est rentré ou pas. Et donc en fait quand on voyait la courbe qui montait, c'est juste qu'il y avait un site de gros spammers qui était monté, que pendant une semaine il était présent, il explosait tout le monde. Voilà. Et donc on peut tracer, donc là il y a une courbe en fait qui nous montre pas si le marché est ouvert ou fermé, mais où les spammers
agissent ou ils entrent ou pas. Ok. Et donc, là, en ce moment, en France, c'est plus dur. Il y en a très peu qui arrivent à fonctionner. Donc là, en France, ça monte pas trop. Tu peux avoir... c'est différent en fonction des pays, quoi. Ah oui, oui. Et tu as des pays, alors après, ça dépend des moments, mais Allemagne, Pays-Bas, Italie, où tu as des comportements complètement différents. Et donc, en s'abstrayant de ces outliers qui arrivent à rentrer et qui, tout seuls, font beaucoup... Enfin, donc, qui sont vraiment des sites de spam, parce que derrière, il y a aussi un autre critère, c'est que ces sites-là, ils entrent très fort tout de suite, ils durent un certain temps qui dépend du pays. Typiquement, depuis l'update de février aux États-Unis, ce certain temps qui avant était 10-15 jours est passé à 2-3 jours. Donc il y a quand même des choses, ils ne s'en rendent pas compte avant, mais voilà. Argument aussi pour dire, plutôt que de rentrer tout de suite avec énormément de volume, d'envoyer le volume à fond tout de suite, si tu restes sous le radar... Quand tu dis le volume, c'est acheter de pop pour déclencher? Non, ou le volume nombre d'articles par jour. Je veux dire, clairement, tu regardes ça de manière objective, un site qui débarque de nulle part, qui va te faire 1000 articles par jour, tu peux pas considérer que c'est naturel, que c'est normal. Donc ça, c'est commun. 1000 articles par jour pour un site, entre guillemets, spam, c'est comme ça. Ok. Et pour quelqu'un qui fait du Discover normalement, c'est combien? Ah bah là, ça dépend de la thématique, si c'est une niche ou pas. Ouais, ça dépend des sites. Enfin, Ouest France, je vais pas avoir les chiffres là comme ça, mais dire c'est extrêmement variable. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément. Enfin, alors là, on va rentrer dans les détails. Enfin, c'est peut-être pas le truc ici, mais en fonction de la thématique et des pipelines auxquels tu es éligible. Du coup, on peut regarder la moyenne et se caler par rapport à ça, peut-être. Voilà, et tu as des articles qui vont rester plus ou moins longtemps dans Discover, et en fonction de ce que tu fais, donc tu as certaines pipelines, notamment celles qui sont très géolocalisées, surtout les trucs micro-localisés, donc il y a des pipelines clairement identifiés, WebKeek Local Stories, qui elles sont vraiment... WebKeek. Ouais. Non, je réfléchis là, pour mes sites locaux, là. C'est-à-dire que c'est peut-être pas mort pour moi si je veux me lancer sur Discover, alors. Alors, si en fait, parce que mes sites locaux, si justement, parce que justement, ils peuvent être éligibles à ça que d'autres ne vont pas l'être, parce qu'il n'y aura pas ces critères. Donc, là c'est encore quelque chose qu'on a vu dans la data de Google. Donc c'est pas des choses qu'on a inventées ou inférées ou reconstruit. C'est vraiment de l'analyse de la data propre à Discover, et ce qu'on ressort sur ces analyses de pipeline, c'est vraiment ancré dans la data source Discover fiable à 100%. Donc tu as des pipelines dédiés, notamment tout ce qui est information locale, mais très locale au niveau de la ville. Là, c'est pas département. Et pour que ton site, ton entité média reste éligible à cette pipeline, là, au contraire, il faut que tu aies un certain volume de publications pour garder l'entité vivante. En gros, chaque fois que tu vas publier sur le sujet avec cette entité, tu as ton petit flotteur qui remonte. Si tu publies plus pendant un certain temps, ça retombe et tu n'es plus pertinent pour cette entité. Donc, ça va en faveur de... il faut que tu aies une certaine constance et un certain volume sur ces entités pour rester pertinent. Et par contre, il y a d'autres trucs où en fait, il vaut mieux en faire moins d'articles, mais plus fournis, pour avoir des articles qui vont durer plus longtemps, qui vont avoir plus de reach et plus de performance, plutôt que de faire du volume. Après, la stratégie de spammer en volume, c'est une stratégie différente qui touche à d'autres choses. Donc on peut expliquer, on sait pourquoi ça fonctionne, mais c'est forcément une stratégie court-termiste. C'est pas. Oui, mais sur le volume, ça fait un sacré chiffre d'affaires. C'est une stratégie. Une fois que tu as la mécanique, que tu peux facilement passer d'un domaine à un autre, que en plus tes contenus, tu sais quel type de contenu, quel type de titre fonctionne bien, que tu recycles, avec l'IA, c'est plus un problème de reconstruire le truc. Ouais. Donc tu fais rouler de site en site, c'est juste une question de courir devant Google qui te banne tes sites, de retrouver des sites au fur et à mesure. Et les noms de domaines, le mythe d'achat expiré avec des fiches GMB, c'est vrai du coup ou pas? Il y a une part de vérité. Dans ce qu'on voit, ça ne suffit pas. C'est pas une science exacte. Oui, non. Bon, après, je sais qu'il y en a certains qui ont acheté des domaines GMB qui marchent pas,
Mais est-ce que dans la moyenne, effectivement, des domaines expirés GMB performent mieux, en mode jetable, je parle, qu'un domaine neuf ou un domaine expiré qui a jamais eu de fiche GMB ou d'entité derrière, quoi? Alors j'ai envie de dire ça dépend, parce que ça dépend aussi de ce que tu vas faire avec et de comment est-ce que tu vas rester par rapport à la thématique de ta ou tes fiches GMB, et est-ce que tu restes dans le même domaine ou est-ce que c'est juste tu te dis GMB ça me donne un boost et donc je fais n'importe quoi avec mon truc GMB, ça va pas marcher pareil. Okay. Mais GMB seul ne suffit pas. Ok. Donc c'est quoi après? C'est les réseaux sociaux, c'est la qualité, c'est à condition d'avoir un site optimisé, trouver les articles, les bons sujets, etc. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Alors, les trucs qui marchent le mieux, après, toujours, ça dépend vraiment de l'angle, comment tu vois les choses. Si tu veux faire de l'industriel, que tu as tout automatisé, que tu veux courir devant Google en mode je spam, je recommence, je la souris. C'est des aléatoire. stratégies. Il y a aussi une stratégie. Ouais, mais bon, c'est une autre stratégie, c'est un autre état d'esprit, et ça, je veux dire, moi personnellement, ça m'intéresse pas parce que une fois que tu l'as mis en place, que tu sais que tu peux le faire, à la limite, c'est tout. Pour moi, il y a plus d'intérêt. Il y a pas d'intérêt. Voilà, Donc là, tu vois, moi, je veux faire un truc bien. J'ai mes sites locaux qui font pas mal de traf sur la ville de Nice. Si tu veux faire bien, il faut que tu sois un vrai site, un vrai média. Donc, tu choisis soit une géolocalisation. Ça c'est fait, la géolocalisation. Voilà. Après, qu'est-ce qui définit un vrai? J'ai du trafic. Voilà, après, pour moi, c'est un vrai site, mais qu'est-ce que tu dis? Alors, une thématique. Ouais. Et tu peux cumuler les deux. Donc la thématique, je dirais, c'est la ville de Nice. Voilà. Ouais, donc là, c'est juste local. T'es local Nice et t'as pas forcément de thématique. Le truc derrière qui va faire, c'est tout ce qui est après ça dépend les mots qu'on met derrière, mais EAT et expertise, expérience, autorité de ton site et de tes auteurs. D'accord. Autorité thématique topicale que tu vas construire au fil du temps. Et c'est pas parce que tu vas balancer 1000 articles d'un coup que tu vas tout de suite avoir de l'autorité. C'est la constance au fil du temps qui va faire que tu deviens crédible. Ok. Derrière, tout ce qui est signaux, réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose aussi que... je suis pas dans les petits papiers de tous ceux qui spamment Discover et je sais pas comment ils font, mais il y en a certains, je sais, qui ne font pas plus que juste le site, envoyer du fake trafic dessus. Et avant, ça marchait tel quel sans plus. Maintenant, ça marche moins bien pour différentes raisons, dont le trafic PopCache, etc., qui n'est pas du tout un trafic qualifié. Là, il y aurait encore plein de choses à en dire. Et du coup, pour se déclencher cette petite étincelle, plutôt acheter de la publicité, peut-être faire venir du trafic avec peut-être du Facebook, par exemple, plus qualitatif. Okay. Dans ce qu'on a vu sur, par exemple, des fiches produits qui popent dans Discover et qui peuvent popper très fort à chaque fois, et donc des sites qui n'ont pas fait exprès. On a des sites, et c'est là où ça donne justement des signaux intéressants. Tu as des sites qui ne respectent absolument pas les guidelines Discover, qui n'ont pas d'image à la une de la bonne dimension, absolument rien, voire même pas d'auteur, pas de machin, et qui vont quand même popper. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui a été suffisamment fort pour que ça marche malgré tous les inconvénients connus. Et c'est toujours réseaux sociaux. Donc ça peut être une vidéo TikTok qui a bien marché, ça peut être une pub Facebook, une page Facebook. Quand tu dis vidéo TikTok, comment tu fais le lien parce que tu peux pas mettre de lien dans une vidéo TikTok. Donc tu vois que Discover a marché, et comment tu fais le lien que c'est la vidéo TikTok? Tu vois, c'est difficile quand même d'analyser ça. Alors là, c'est tout l'intérêt du knowledge graph de Google. Qui met les réseaux sociaux. Des pages profils dont tu me parlais tout à l'heure. D'accord. Puisque donc ça, c'est quelque chose qui nous prouve de manière sûre. Donc nous, ce qu'on a vu dans les pages qui pop, c'est pareil, ça s'est pas fait tout seul. On a vu des pages qui popaient comme ça. On s'est dit mais pourquoi est-ce que ce site, cette page produit est ressorti sur Discover? Et en recherchant, en regardant, et notamment avec les pages profils, on a vu que ce site, au moment où la page est sortie, a fait une publication Facebook, une publication TikTok, un post Insta, qu'on a vu l'évolution des likes, des trucs sur Insta.
On peut voir que à partir de 77 likes sur Insta, de 20 commentaires Facebook, ça suffit à déclencher le pop dans Discover, sur des sites qui n'ont rien fait pour, ils n'ont pas fait exprès. Tu as des pages Shopify, des trucs comme ça, trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça déjà, gros signal. Deuxième truc, des choses qu'on a vues dans certaines datas qui sont envoyées au niveau des SERP, par exemple, tu as sur des tweets ou des URL qui sont cités dans des tweets, tu as des signaux avec tout ce qui est retweet, commentaires, etc. Des métadatas qui viennent de Twitter qui sont dans les données Google. Donc Google a toutes les données Twitter, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a constatées. On est certain, c'est pas... Parce que ça, j'avais eu des échos comme quoi il y avait un partenariat, donc en fait, c'est sûr. Oui. Ça veut dire que Google a accès à tout ce qui se passe sur Twitter. Du moins, les vues, les likes, les URL qui sont tweetés, oui, le graphe Twitter, ils l'ont. Et donc, dans les pages profils, c'est une page que Google construit de manière automatique à partir de toutes les entités de son knowledge graph. Donc, je pars faire un cours ici sur ce qu'est le knowledge graph et les entités nommées. Il y aura la conf détaillée. Voilà. Et donc cette page profil, à partir d'une entité ou d'une URL, te dit est-ce que je connais cette entité ou pas, à quel site c'est lié, et sur la page, il te montre aussi différents profils de réseaux sociaux. Donc, au travers de l'entité média que Google a dans son knowledge graph, il a des liens. Cette chaîne YouTube, c'est le même éditeur, c'est comme ça qu'il fait. Ce TikTok, c'est le même. Ce post, c'est là. Cet auteur qui a publié sur Cuisine AZ, c'est lui, il est pertinent il est expert sur la cuisine. Quand il va publier sur son blog perso à lui, c'est lui aussi, on sait que c'est la même personne. Le jour où il va faire un article invité sur ton blog local de la ville de Nice, si tu lui mets le bon profil auteur, que tu le linkes bien, il va plus pousser parce qu'il sait qu'il est trusté. Il va pousser ton site parce que lui, on sait que c'est un expert sur la thématique cuisine. Hein ? Incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a des petits malins qui sont amusés à usurper des noms, non ? Oh ça forcément, bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Mais donc, en fait, ce qu'il faut, c'est revient à la qualité, quoi. Oui. On peut le faire naturellement et un vrai média peut y arriver sans trop de difficulté à partir du moment où il connaît les règles, quoi. Tu connais les bonnes manettes, tu fais ce qu'il faut, et oui. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler. Tu parles toujours de l'étincelle, d'achat de trafic, de machin sur Discover comme s'ils étaient indispensables. C'est absolument pas indispensable. Et la majorité des sites sur Discover ne font pas d'achat de trafic, n'ont pas besoin d'achat de trafic parce que ça fonctionne tout seul. T'as aucun des gros médias qui fait de l'achat de trafic pour déclencher le pop. Ça n'existe pas. Okay. Si tu fais les choses bien. Donc, je reviens 2 secondes sur cette page profil. Donc, tu as tous les profils réseaux sociaux qui sont associés à l'entité média, à ta marque, à ton média. Entité média qui peut être un créateur YouTube. Tu peux avoir un créateur YouTube ou Instagram qui n'a pas de site perso, qui a une entité média et qui va avoir sur le même profil son TikTok, son Insta, son YouTube, qui est connu en tant que tel, que tu vas pouvoir suivre via cette page profil sur l'application Google sur Discover. Et ça, c'est quelque chose, donc, page profil donc, qui vient du knowledge graph, qui est rempli en automatique pour toutes les entités du knowledge graph, mais qui est présente dans les flux Discover, qui te permet de t'abonner à un créateur ou à un média, et là, qui, dans le contexte de Discover, te donne un intérêt immédiat, c'est que quelqu'un qui va sur ta page profil, qui clique sur follow sur Google, tu fais ça, tu reviens sur ton flux Discover, tu rafraîchis, tu vas avoir un contenu de la personne. Derrière, tu vas avoir, si le créateur tweet, tu vas avoir, alors qu'avant tu n'avais jamais vu de tweet de la personne, voire tu n'avais quasiment pas de tweet sur ton truc, tu vas avoir des tweets du créateur dans ton fil. Clairement, ça modifie tout de suite ton fil à toi. La question derrière, et ce dont certains doutent ou pas, mais bon, peu importe, rien que cet intérêt-là,
pour moi, enfin, je veux dire, t'attacher ton audience, c'est quelque chose qui vaut déjà qui vaut déjà le détour. Est-ce que si tu as suffisamment de gens qui te suivent, est-ce que ça a un effet sur ta visibilité autre ce cluster? Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Pour moi, ça dépend aussi de la qualité et du ciblage des gens qui te suivent. Si tu prends des profils merdiques qui n'ont aucun centre d'intérêt avec toi, qui te suivent, bah, ça marche pas. Si tous les gens qui font de la couture te suivent, bah, peut-être que si, on va quand même te recommander. Tu vois, derrière, tu as des effets, même s'ils sont pas directs, qui vont faire quelque chose. Autre intérêt de cette page profil et du follow, c'est que quand tu follow quelqu'un via ce bouton, l'application Google va t'inclure dans ses notifications. C'est-à-dire que sans que tu aies rien à faire, quand tu vas poster un nouvel article, l'application Google, sur ton téléphone, va te mettre une petite notification, il y a un nouvel article de machin. Quand tu dis follow, c'est-à-dire sur Discover, sur le flux Discover, il y a les boutons like, enfin j'aime, j'aime pas et follow. Alors, c'est pas celui-là, tu cliques sur le nom du créateur. Sur Discover, ouais, ça arrive sur la page. Ça t'emmène sur la page profil. Et là, tu as un bouton follow sur Google. Donc, les pages profil dont on parlait, où il y a les réseaux sociaux, il y a un bouton follow. Oui. Et quand tu cliques sur ce bouton, dès que ce média publie quelque chose, il est en avant sur ton flux Discover. Oui. Ok, et donc... Voire, tu as carrément une notification de Google. C'est un truc qui m'a soufflé, je m'en remets pas encore. Quand on en a parlé, Damien a été le premier à le voir en juillet 2025, à parler de cette page profil. On n'a quasiment pas eu d'écho en France où on en dit ouais, ça sert à rien, ces gadgets, ça va disparaître, etc. Et à côté, États-Unis, Espagne, Amérique latine, Mexique, il y a tout le monde qui s'est jeté dessus. On a donné plus de pages profil. À l'époque, c'était pas évident d'en faire, de donner les URL. On a donné des pages profil à toute la planète. En France, il a fallu attendre un mois pour que des gens commencent à s'y intéresser et que des médias le mettent en place et ne serait-ce qu'incitent leurs lecteurs à les follow via cette page profil. Tu vois. D'accord. Mais sinon, comment il la trouve cette page profil ? Ah oui, c'est sur le flux de Discover. Sur le flux Discover naturel. Oui. Ok. Mais il fut un temps au début où c'était pas encore actif sur tous les pays, et notamment en France. Le seul moyen d'avoir ta page profil, c'était de nous la demander. Et est-ce que pour avoir une page profil, il faut obligatoirement être apparu sur Discover ? Non. Ou non ? C'est juste être reconnu comme étant une entité. Quelqu'un qui a jamais fait de Discover peut avoir une page profil. Oui, n'importe quel site peut avoir une page profil. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que pour l'achat, par exemple, sur d'autres thématiques plus larges, l'achat de backlink, que c'est peut-être plus avantageux ou peut-être plus prioritaire d'acheter des backlinks sur des sites qui ont déjà des pages profil ? Ouais, mais tout le monde en a. Tout le monde en a ? Ok. Quasiment tout le monde en a. D'accord, ok. Donc, c'est pas un critère de qualité ? Non, alors, par contre, ce qui pourrait être un critère de qualité, c'est sur cette page profil qui, mine de rien, te donne quand même une idée de comment Google perçoit le site et notamment quel compte de réseaux sociaux il a associé. C'est les datas qui sont sur la fiche. Sur la fiche profil, tu as tous les comptes de réseaux sociaux avec le nombre de followers que Google connaît et te donne. Tu as les derniers posts de l'entité, donc mélangés. Tu peux avoir des posts Facebook, des posts du site lui-même, des YouTube qui sont mélangés dedans. Ce que ça peut te dire, c'est déjà, est-ce que Google, par rapport à ce site, est-ce qu'il y a une galaxie média qui tourne autour et est-ce qu'elle est solide ou pas ? Est-ce que c'est juste des comptes à 10 followers ou est-ce qu'il y a un truc solide ? Et est-ce que sa thématique, son historique est propre et correspond à la tienne ou pas ? Oui. Là, effectivement. C'est passionnant et je pense que on est encore au début parce que tu vois les pages profil où ça vient d'être créé, le SEO va évoluer avec. C'est à cause de ça qu'il y a pas mal de variations également sur les SERP. Je pense que tu as plein d'hypothèses encore là-dessus. Oui, si on a encore, si on a encore 2 minutes. C'est bon. Vas-y. Un truc rigolo dont il faudra que je te parle plus en détail en privé. Ouais. C'est que je crois qu'en ce moment, tout le monde se plaint un petit peu des problèmes d'indexation et du nouveau contenu qui a du mal à s'indexer. Ça dépend des sites, mais c'est vrai qu'en moyenne,
voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ou quand justement c'est un site qui n'a pas justement cet aspect social quand tu démarres. Beaucoup de sites de vente de backlink aussi qui ont des problèmes d'indexation. Des nouveaux clients qui peuvent arriver avec un nouveau site où t'arrives, t'es motivé, tu commences à créer les contenus qui sont qualitatifs, etc. et qui ont du mal un petit peu à démarrer. Les sites aussi qui n'ont, entre guillemets, pas de problème d'indexation, effectivement, ça roule tout seul. Mais quand tu fais un crawl vraiment de A à Z du site, tu vois, quand il y a plusieurs centaines, voire milliers de pages, il y a toujours 20% de pages qui ne sont pas indexées, même pour les plus gros sites, alors que c'est des choses qui n'arrivaient pas par le passé. Tu avais un site, tu vois, tu t'appelais Corben, tu t'appelais des trucs, tu avais 100% de tes pages indexées, c'était pas possible. Ou c'était temporaire pour les nouvelles pages. Voilà, et là, de plus en plus, on voit que, bon, il y a des sites qui n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais effectivement, les vieux articles qui sont désindexés, ou des contenus... c'est des choses assez bizarres où tu sens que la difficulté d'indexation est quand même vers la baisse. C'est pas problématique pour tout le monde, mais dans l'ensemble des sites, il y a des petits problèmes. Et donc Et donc, il se trouve que je suis retombé dernièrement sur les stats d'un site. Donc, c'est un site historique qui n'a aucune raison d'être indexé, qui ne devrait pas être indexé, mais il est en non-index ? Non. Mais disons que si tu penses en utilité du site ou intérêt pour l'utilisateur, n'importe quel humain qui regarde te dit 0. Ce site est indexé et n'a pas cessé d'être indexé depuis des années et des années. Je vais pas donner la date exacte. Donc avec des fluctuations dans son volume de pages indexées. D'accord, que tu as pu analyser qui avait beaucoup baissé fut un temps. Et le truc rigolo, c'est que sur les derniers mois, quand je regarde la courbe de pages indexées, ça ne fait que monter. Mais ça monte de manière constante. D'accord. Au début, c'était incompréhensible. C'est-à-dire il a un nombre indéfini de nombre de pages pour que ça monte comme ça de façon constante. C'est des trucs générés un peu. Alors, il a 500 000 pages indexées actuellement. D'accord. Il en a qui ne sont pas indexées. Il en a plus que ça. Mais tu sens que le volume d'indexation augmente. Ah, mais là, pour le moment, ça, oui. Alors, pourquoi ça n'arrête pas. Donc, le truc, c'est que comme c'est un site historique, je me dis qu'il y a peut-être quand même cet effet ancienneté qui peut jouer, qui ferait que... Mais bon, j'ai une hypothèse que j'aimerais valider. Donc il faut que j'essaie sur des sites neufs pour enlever certaines variables. Mais mon hypothèse, c'est que entre ce qu'il y avait il y a quelques années, parce que le gros problème des filtres anti-spam et des index, c'est de virer de l'index tout ce qui n'est pas utile et de garder juste ce qu'il faut pour répondre à la demande de l'utilisateur. Et il y a quelques années, avant les LLM, le gros du contenu, c'était de la soupe. Donc tu avais certains filtres qui étaient mis en place pour éviter la soupe. Aujourd'hui, tu fais plus de soupe. Tu as du contenu qui syntaxiquement est correct. Donc le filtre qui avant filtrait du contenu de basse qualité ne le filtre plus, puisque les LLM ont monté le niveau. Et donc tu as d'autres filtres qui sont en jeu pour définir ce qu'est un contenu qui mérite d'être indexé ou pas. Et du coup, je ne vais pas en dire plus, il faut que je teste. Je pense savoir. J'ai des bonnes hypothèses et il y a des trucs de fou. Ok. Bon, intéressant. Ça donnera peut-être l'occasion de en reparler dans un nouvel épisode. Bon, écoute, un grand merci à toi, Sylvain. Merci à toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En description, on mettra tous les liens de ces sites, des réseaux sociaux, de l'outil également. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, je pourrai à la fois répondre et également Sylvain. Mais en tout cas, effectivement, c'est un marché à ne pas négliger. Et le web avec l'IA et tout ça, il y a encore de belles choses à faire. Donc, ah oui. Donc voilà. Donc à bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, merci.